toutes, bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour échanger autour d'un sujet inspirant. Voilà. Alors, je tiens tout d'abord à vous remercier. Alors, nos intervenants que je vais vous présenter sans tarder, toutes les personnes qui sont derrière leur écran et qui participent cet après-midi, qui se sont inscrites et qui, j'espère, auront de nombreuses questions à poser, des témoignages à apporter à la fin de cet atelier. Et puis merci aussi à Kylian Stangel et à toute l'équipe d'organisation des rencontres François Rabelais pour nous permettre de mener cet atelier et d'échanger cet après-midi. Voilà. Alors, la gastronomie s'invite aujourd'hui là où on ne l'attendait pas. C'est un beau programme, un vaste sujet. Je suis sûre qu'à l'évocation de cet intitulé, on a déjà de nombreux thèmes et des exemples qui nous viennent. Donc, c'est vrai que quand on parle de gastronomie au sens large, on a certainement déjà des éléments ou des référentiels qui nous viennent. Alors, les bons produits, dégustation de délicieuses recettes, les chefs, leur cuisine, bien sûr, les consommateurs, évidemment. Et plus largement aussi, on peut s'intéresser aux différents contextes dans lesquels on peut profiter ou on peut avoir accès justement à cette gastronomie. Donc, il y a beaucoup d'exemples. Et l'idée, l'objectif en tout cas de cet atelier cet après-midi, c'est justement d'explorer, d'illustrer et puis de porter un nouveau regard sur les différents contextes où la gastronomie peut être présente et qui permettent à un large public d'y avoir accès. Là, on pourra aussi se pencher sur la manière dont on communique, dont on fait la promotion de ces offres auprès des consommateurs et finalement se demander à quoi répondent aussi ces modèles. Donc, pour en parler aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos 4 intervenants à qui je passerai la parole tout de suite après pour qu'ils vous expliquent plus en détail leur métier, leur mission, leurs actions autour du sujet qui nous anime aujourd'hui, qui partageront leur expérience avec vous. Et puis ensuite, nous ouvrirons les échanges avec le public durant la dernière demi-heure, donc vous aurez la possibilité de témoigner ou de poser des questions à nos différents experts. Alors, je suis heureuse de vous présenter cet après-midi Pauline Jallet. Alors, vous êtes bénévole pour un collectif à Tours, les Jardinières Masquées, dont l'objectif, ce sont vos mots, est de rendre le comestible accessible en ville. Alors, vous nous expliquerez comment ça marche et puis en quoi consiste ce mouvement. Éric Jubot, alors vous pilotez un événement récurrent qui est le don du sang gastronome, qui est porté par l'association La Table Ronde Française, dont vous avez été le président. Donc, vous nous donnerez la vision du fonctionnement et des enjeux de cet événement. Éric Reitler, vous êtes conseiller culinaire, chef étoilé de votre restaurant pendant 10 ans, et vous nous donnerez aujourd'hui un éclairage sur les connexions avec le monde de l'agroalimentaire. Et enfin, Stéphane Verdier, vous êtes responsable régional des ventes pour l'enseigne Lidl. Et nous aurons grâce à vous la vision justement d'une enseigne de distribution par rapport à notre sujet du jour. Alors, en termes de produits, en termes de réseau, vous nous expliquerez tout ça. Donc, je passe la parole à nos différents intervenants. Pauline Jallet, si vous en êtes d'accord, on démarre avec vous. Eh bien, bonjour à tous. Encore merci de cette au niveau du collectif présente le mouvement. Vous m'avez entendu, j'ai eu l'impression d'avoir été immobile pendant quelques temps. C'est bon? Est-ce que vous m'entendez là? Oui, Est-ce que ouais, c'est bon. On vous entend. Est-ce que là c'est plus d'accord? Ok. Donc je reprends. On a été contacté donc au niveau des Jardinières Masquées par votre pour cet événement. Les Jardinières Masquées, c'est un mouvement qui est né à la fin du premier confinement, qui va bientôt avoir 1 an, du coup. Triste anniversaire, et qui avait pour objectif en fait de défendre l'idée
qu'on pouvait réinterroger l'espace public et les plantations dans la ville. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'ornements dans les villes et on s'est dit, mais finalement, avec la crise alimentaire, avec la notion de planter, la notion de voir pousser, la notion des espaces verts qui composent nos villes, est-ce qu'il ne pourrait pas aussi y avoir du comestible? Et la première action, elle avait été très symbolique. On avait planté avec une petite cuillère une graine de radis. C'était très symbolique et très, très naïf, mais ça voulait dire quelque chose de fort. Ça voulait dire, en fait, tout le monde peut planter. Et puis, au fur et à mesure, les gens ont commencé à s'intéresser à l'idée. On a continué à se regrouper. Et puis, on a à Tours beaucoup été au parc Strasbourg. C'est un jardin qui est près du quartier, la Canal Strasbourg-Rabelais. Et on a commencé à planter du comestible. Donc, c'est-à-dire que c'est sur un système d'échange de graines, de dons de plants. On a eu beaucoup de plants de tomates, par exemple, qui nous ont été donnés la première année. Et cette idée, en fait, on l'a entretenue jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on questionne l'espace public, on ne dit pas qu'on sait, on dit qu'on cherche à provoquer peut-être une espèce de zone un peu de tension, en disant, bah, tiens, pour tant de fleurs, par exemple, avec un budget de la ville, au niveau du budget, pourtant pour l'ornement, combien il pourrait y avoir pour du comestible? Le comestible, ça peut être fruitier, ça peut être légumes, ça peut être tout un tas d'organisations. Au niveau du collectif, on prétend absolument pas ni savoir, on n'est pas des experts de la terre. Aucun de nous n'est jardinier professionnel ou jardinière professionnelle. Aucun de nous n'a de compétences plus élevées que l'envie citoyenne de planter ensemble et de voir aussi ce que ça peut provoquer en termes de réaction. Donc, on a eu des liens à l'époque avec la mairie de M. Boucher, avec qui on n'était pas en accord parce que nous, on a fait ça de manière illégale. Donc, bien évidemment, ils ont joué leur rôle de politique et nous ont dit, bah non, c'est pas possible. Et nous, on a dit, d'accord, c'est pas possible, mais comment alors on peut poser cette question sans répondre à un appel d'offres qui prendrait des années ou des mois et finalement la poser de manière un peu brutale, un peu cash. Mais comment, dans ce cas-là, on peut avoir ce débat? Et puis, finalement, Place Strasbourg, il y a une forme de tolérance qui s'est créée parce qu'on a continué à planter, on a continué à créer des bacs, les gens continuent à venir. Aujourd'hui, il y a un spot des jardinières masquées qui est à la Gloriette. On a été accueillis à bras ouverts avec une assez grande surprise, j'avoue, parce que c'est un site où il y a déjà beaucoup de choses et ils nous ont dit qu'ils trouvaient l'expérience très intéressante. Il y a donc le parc Strasbourg et puis l'île Balzac. Et les liens qu'on entretient à la fois avec les citoyens, c'est-à-dire nous tous, en fait, tout à chacun, tout à chacune, les liens avec la mairie, avec laquelle on est en constante communication, parce que nous, on est transparent sur tout ce qu'on entreprend comme action. Et eux, ils nous renvoient aussi à un moment donné des critiques, des avis. C'est toujours un peu sur le fil parce que c'est toujours une question de on fait ça, mais maintenant, pourquoi vous le faites? Qu'est-ce que ça va provoquer au niveau citoyen? Et nous, ce qu'on cherche, c'est qu'il y ait du comestible, mais c'est aussi de garder le lien constant et la communication constante entre nous pour se dire, bah, est-ce que ça, c'est utile? Si là, des légumes sortent de tel bac, ce qu'on souhaite d'ailleurs cette année, mais très, très fort, comment on va s'organiser pour qu'il y ait une distribution? Est-ce que par quartier, il va y avoir des référents? Est-ce qu'à l'avenir, s'il y a des jardins des jardins potagers, j'entends, ou du comestible dans les jardins publics, qui s'en occupera et comment? Donc voilà, les jardinières, je dirais que c'est une sorte de laboratoire, c'est comme une expérimentation un peu à la ciel ouvert, qui prétend pas avoir les clés et savoir, hein. Encore une fois, j'insiste là-dessus, mais on essaye de poser les questions en plantant, voilà, en allant directement dans l'action. Et puis, c'est un mouvement, on tient à ça parce que du coup, là, aujourd'hui, je représente les jardinières masquées, mais à un autre moment, ça sera quelqu'un d'autre. Et l'idée, c'est qu'en fait, il n'y ait pas une personnification derrière les jardinières masquées, mais bien que l'idée, elle vive et que un maximum peut-être de villes en France aient envie de se saisir de cette idée pour poser ces questions-là dans leur espace public ou dans les espaces publics qui existent à l'heure actuelle. Voilà. On a une communication aussi qui est très liée à Internet. On tente aussi de faire une communication sur support papier pour les gens qui n'auraient pas Internet, pour les gens qui ne veulent pas avoir Internet, parce que c'est des défis aussi citoyens que de ne pas passer que par un canal de communication. Donc voilà, l'idée jardinière, c'est à la fois comment se nourrir collectivement, comment dans une ville on trouve de la nourriture,
comment on pourrait en trouver à l'avenir. Et je pense que cette forme d'accessibilité aux comestibles, elle n'empêche pas et la grande distribution, elle n'empêche pas le maraîchage, elle n'empêche pas la restauration, elle n'empêche pas les jardins privés. Enfin, je crois que les choses ont peut-être intérêt à s'harmoniser dans les années à venir. En tout cas, que c'est un défi. Et en tant que citoyen, citoyenne, on a envie de tenter aussi des choses. Voilà. Écoutez, je rends la parole. Libre à vous de poser des questions plus tard. Merci. Merci beaucoup. On aura l'occasion de rebondir sur votre témoignage, bien sûr, parce que je suis sûre que ça fait émerger beaucoup de questions. Donc, je reviens vers vous après. Merci beaucoup. Je passe la parole à Éric Jubot. Bonjour à tous et à toutes. Alors simplement, moi j'interviens en tant que bénévole et membre en fait de l'organisation du don du sang gastronome. Alors je vais essayer d'être synthétique. En fait, à la base, ça a été porté par l'association Table Ronde française et Ladies Circle. Pour faire simple, hein, ce sont des modèles d'associations basés un peu sur des modèles de clubs anglais. On essaie effectivement de rendre un service à la société, voilà, par diverses actions. Voilà. La genèse de cet événement, c'est qu'en fait, des membres de la table ronde étaient eux-mêmes restaurateurs et ou gérants d'hôtels et avaient une sensibilité particulière avec le don du sang et un partenariat avec l'EFS. Donc, dans cette association, la table ronde étant internationale derrière, il y a des tables rondes dans chaque, on va dire, ville de plus de 30 000 ou 40 000 habitants. Et une table ronde avait lancé un partenariat d'un don du sang avec une logique de partenariat avec un restaurateur assez connu localement parlant, et pour remplacer la collation de fin de don, qui est une collation bon voilà, sans vouloir être désagréable, mais de petits biscuits ou de pâté pas très bonne qualité, voilà, ce genre de choses. Ils faisaient avec ce qu'ils peuvent en termes de budget, hein, voilà, je leur jette pas la pierre. Et il a été décidé de monter en fait ce qu'on appelle un don du sang. Alors on a fait du marketing, hein, un don du sang gastronome, où en fait il y a 13 ans environ, on a commencé par associer un ou deux restaurateurs et on a proposé à l'EFS à titre bénévole, de les aider à changer la fin du don. Il faut savoir que quand vous faites un don du sang, à l'issue, vous ne pouvez repartir sans avoir bu et mangé. Sinon, on ne vous laisse pas repartir, c'est dangereux, hein, vous risquez de faire un malaise, voilà. Donc en fait, on leur a proposé effectivement de changer d'axe de communication. Et donc notre partenaire local de l'EFS a trouvé ça très intéressant parce qu'il faut savoir que la problématique du don du sang, on n'arrive pas à le synthétiser, hein, donc on reste toujours sur un acte bénévole de don. Si on avait trouvé une solution chimiquement pour le faire, mais ce n'est pas le cas. Donc, ils ont toujours besoin de donneurs. Et on s'aperçoit que la moyenne d'âge des donneurs en France a tendance à augmenter, à vieillir. Et plus les années avancent, plus ils sont au combat pour changer d'axe de communication, changer de lieu, changer leur image, de manière à attirer de plus en plus de nouveaux donneurs. Parce que la problématique, elle est beaucoup sur un renouvellement de génération et de nouveaux donneurs. Donc, en fait, on s'est associé avec eux sur un axe de la gastronomie, ce qui a permis aussi d'avoir une couverture média. On y reviendra sûrement peut-être tout à l'heure dans les débats, mais un peu différente parce que c'est un peu un marronnier, le don du sang. Vous ouvrez, je ne vais pas faire de pub, mais le journal local de la Nouvelle République, vous en avez chaque semaine dans une salle des fêtes ou à l'université ou dans telle grande entreprise. Donc au bout d'un moment, il n'y a plus forcément de relais médiatique parce que c'est un peu usant, en fait, on va dire derrière. Donc là, ça a permis de redonner une dynamique de communication sur le sujet. Donc cette association, en fait, s'est structurée au début par amitié pour aller chercher des restaurateurs qu'elle connaissait. Donc on est plutôt allé, c'est pas forcément, voilà, on était sur du gastronomique, bistronomique. Moi je suis pas du métier, hein, voilà, d'ailleurs j'ai toujours du mal à mettre le curseur, mais pour essayer de trouver quelque chose qui changeait un petit peu de l'ordinaire. Donc on a sollicité des restaurateurs qui tous bénévolement, je précise, tout est bénévole, hein, il n'y a même pas de sponsoring, c'est-à-dire que l'EFS tient à ce que tout, et par nature et par principe, soit gratuit et ça sur base de dons. En fait, fournissait 100, 200 verrines par restaurateur ou sucré, salé, de manière à ce qu'à la fin, chaque donneur ait une petite assiette avec 5, 6 éléments différents et il pouvait se faire un petit plaisir à la fin. Et en fait, on a remarqué que ça avait beaucoup de succès, donc on a commencé modestement à l'hôtel Mercure de Tours Sud.
Et puis, on avait 80, 60 donneurs. Après, la CCI nous a prêté ses locaux. Et puis là, on a eu 100, 110, 120, 130 donneurs. Et puis après, la mairie de Tours nous a prêté la grande salle des mariages, plus du conseil, enfin la totale du premier étage. Et là, maintenant, on atteint sur une demi-journée le maximum de capacité, c'est-à-dire 220, 230 donneurs. Donc, on a associé de plus en plus de restaurateurs parce que pour eux, c'est aussi un coût lié aux aliments qu'ils fournissent. Et puis, on essaie de créer un événementiel aussi sur le côté. On fait un peu de prestations artistiques, de peintre, d'happening, de manière à attirer un nouveau public. Et nous, on a une autre approche. C'est grâce à cette approche gastronomique, en fait, on va directement attraper les gens dans la rue. Et à ma grande surprise, les gens viennent. Moi, ce que je ne ferai jamais, c'est-à-dire que vous venez me demander dans la rue si vous pouvez me dire donner votre sang là dans l'heure, je le ferai spontanément pas. Mais en fait, il y a un quart des gens qui viennent sur sollicitation spontanée. Et en fait, l'axe de communication met très facilement à l'aise les gens. En fait, ils viennent. Et pour certains, n'avaient par exemple jamais mangé à l'auberge du 12e ou à la Roche-le-Roi ou chez Arlot. Enfin, j'ai plein d'exemples. Je vais avec ces personnes qui sont au moins 15 restaurateurs à avoir changé au fil des années. Et donc, pour eux, ça leur ouvre un peu leur schéma, en fait, ou des jeunes. Parce qu'on essaie d'avoir de plus en plus une population, bon, plus de 18 ans pour le don du sang, mais voilà, d'attirer une certaine jeunesse qui n'aurait pas spontanément peut-être l'habitude d'aller sur un restaurant gastronomique. Voilà. Donc voilà, nouvel axe, l'objectif étant pas de mettre en avant la gastronomie, l'objectif étant vraiment d'attirer des gens vers le don du sang. Ce n'est pas d'attirer des gens vers la gastronomie, nous, notre positionnement. Voilà, quoi vous dire d'autre? Cette année, avec le Covid, on a été obligé de changer, c'est-à-dire qu'on a maintenu, mais à la différence où c'était sans prise de rendez-vous, c'est-à-dire c'était la plupart venaient soit par amitié du réseau, soit par une couverture presse, Nouvelle République, France Bleu, réseaux sociaux, qui fonctionnaient bien, et ou soit effectivement une démarche spontanée dans la rue par rapport à des gens, enfin des équipes qu'on mandatait Place du Palais et Place de la Mairie pour aller attirer les gens. Cette année, on a fonctionné sur des axes de rendez-vous de créneaux de quart d'heure pour éviter les... Et voilà, ça a marché aussi, c'était plein cette année, et on s'aperçoit, et ça c'est bien pour la gastronomie. Vous ne connaissez peut-être pas l'organisation de l'EFS, mais quand ils organisent ce qu'on appelle un événement particulier, qui est lié là par exemple au don du sang gastronome, ils créent un fichier spécifique de donneurs des gens qui sont venus ce jour-là. Donc en fait, chaque année dans leur base de données, quand ils relancent les donneurs qui sont venus sur l'événement l'an dernier. Et en fait, on a entre guillemets, vu qu'on va parler de marketing, un acte de réachat extrêmement fort de gens qui sont venus sur l'opération. Ils se réservent. Vous savez qu'il y a un certain délai quand vous pouvez donner votre sang. Donc, il y a des gens qui le faisaient spontanément au camion ou qui allaient, bon, maintenant ça a changé, c'est plus à l'hôpital, mais qui allaient au de Lyon. Et en fait, ils se retardent pour venir au don du sang gastronome pour jointer, pour profiter d'un moment beaucoup plus agréable que ce qu'ils ont habituellement en collation, quoi. Voilà, je ne sais pas facile à mettre dans l'ordre. Voilà, j'essaierai de répondre à des questions si je n'ai pas été assez précis. Merci. Merci beaucoup. Ça existe depuis quand cet événement? Je ne sais pas si vous l'avez dit. 12 ans. Alors au début, c'était vraiment, je vous ai dit, une toute petite échelle, fait que sur des bénévoles. D'ailleurs, le responsable de l'hôtel Mercure Tour Sud qui avait mis son établissement à disposition, ses cuisines à disposition, ses chambres du rez-de-chaussée à disposition. Et voilà, c'est parti de la volonté d'un homme qui avait la possibilité d'un hôtel, qui avait des cuisines, et puis s'est dit, bon, on va donner un coup de main à l'EFS. Voilà. Et après, bon, c'était à jouer les tours, effectivement, sur le périph', pas forcément facile en passage spontané, c'était que sur de la connaissance ou de la communication presse. Donc après, on est passé à la CCI, puis maintenant on est passé à la mairie de Tours, où on a vraiment le spot, le meilleur Place du Palais qu'on puisse avoir. Et est-ce que cette démarche s'est dupliquée ailleurs, à votre connaissance ou... Oui, alors la table ronde française, rien n'est imposé au niveau de l'association au niveau national, donc elle soumet le partenariat. Et puis après, ça dépend de la dynamique. C'est une question d'hommes et de femmes. C'est-à-dire que nous, on a un porteur de projet qui n'a pas pu être là, Antoine Prouet, qui le porte à bout de bras depuis, je pourrais le vexer, 4-5 ans, j'ai peut-être oublié une année, qui est vraiment la cheville ouvrière de l'organisation avec l'EFS, la mairie, parce qu'il y a pas mal de protocoles, de règles sanitaires, de choses à mettre en œuvre. Et tout le monde, pour rappel, la table ronde, c'est une association où, par nature, ceux qui sont... nombre de droits, si vous voulez, ont moins de 40 ans, donc ils ont tous une activité professionnelle. Alors moi, je suis un contre-exemple, c'est-à-dire que j'en fais plus partie, plus de 40 ans, j'ai plus de possibilités de décision, mais je peux aider derrière. Donc ce sont des gens qui ont une autre activité à côté, donc ça prend du temps, tout ça. Voilà. Donc voilà.
Mais maintenant, on a une bonne organisation. En fait, notre voie de progrès, c'est comment on peut augmenter, entre guillemets, le nombre de poches par rapport à un instant T. C'est compliqué en variable entre le nombre de médecins, le nombre d'infirmières, le délai offert par la mairie de Tours, de la place, voilà. Voilà, il y a tout un tas de variables. Donc, on est plus dans l'optimisation de temps maintenant sur le sujet. Puis aussi la rotation aussi des restaurateurs, parce que pour chaque année, c'est du temps, c'est du bénévolat, donc on essaie de faire tourner également, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on approfondira aussi certainement quelques points tout à l'heure. Merci pour ce témoignage. Je passe la parole à Eric Reitler. Bonjour à tous. Bonjour. Beaucoup de points communs hein. Entre Eric, Pauline, il y a plein de choses intéressantes. Hein. Il y a plein de choses qui émoustillent. Alors pour ma part, je ne suis pas tombé dans la marmite conseil culinaire étant petit, puisque j'ai un parcours cuisinier classique, tout à fait traditionnel, et un parcours étoilé, parce que j'étais 10 ans à mon compte en tant que restaurateur étoilé. Et en fait, j'ai découvert l'agroalimentaire par M. Bocuse, avec qui j'avais travaillé auparavant, et qui m'a un jour demandé de l'accompagner pour faire une collaboration avec l'agroalimentaire et lancer une gamme de plats cuisinés à sa marque. Et ce qui fait que je suis un peu tombé dans cette marmite. J'ai découvert un univers que je décriais, comme beaucoup de cuisiniers, comme étant des usines à malbouffe. Et voilà, ce qui m'a amené en parallèle de mon restaurant de développer ces plats préparés. Et un jour, d'avoir également cette opportunité à 100% de mon temps, via M. Bocuse, via M. Paul, et de me consacrer uniquement aujourd'hui mon activité à du conseil culinaire sur l'agroalimentaire. Alors, j'ai gardé une petite bulle d'oxygène hein, où je fais du conseil pour des restaurants à l'étranger, là de cuisine traditionnelle. Mais j'ai découvert cet univers et avec beaucoup de surprises. La première, je pensais, il faut savoir que le HACCP qu'on a découvert en restauration beaucoup plus tard est quand même issu à la base des usines agroalimentaires. Et je ne suis pas parti avec ma tenue, mon armure de chevalier blanc, mais je me suis dit que je ne dérogerais pas au fil du temps sur ce qui faisait mon engagement de cuisinier, d'autant plus étoilé, avec de la rigueur, dans le détail, mais sans oublier le meilleur émotionnel. Parce que quand on est cuisinier, on transmet forcément de l'émotion. Et aujourd'hui, dans le parcours que je peux avoir, je participe, si vous voulez, j'ai cette prétention de dire que je participe à tirer la qualité vers le haut. Certes, c'est un combat du quotidien, parce qu'il y a des entreprises qui ont un peu de mal à l'entendre, mais je pense qu'au fil du temps, au fil de répéter, et ça, Dieu sait si on doit répéter les choses en cuisine, à force de répéter et de prouver que la qualité, elle peut se tirer vers le haut. J'ai participé avec un de mes clients, il y a maintenant 5 ans, à ce qu'on appelle le clinage, la propreté de toutes les recettes. Et le mot d'ordre pour mettre au point ces recettes, c'était de dire on ne va travailler qu'avec les éléments que l'on peut retrouver à la maison dans son placard ou dans son réfrigérateur. On passe d'un amidon modifié à un amidon natif, à des farines thermisées par exemple. Fini tous les arômes artificiels. Aujourd'hui, les gens avec qui je travaille, ceux auxquels je pense, il n'y a pas d'arôme artificiel. 6 arômes naturels, un seul, et en l'occurrence, ça peut être un fond de viande ou un fond de légumes. Je prenais depuis des années en me disant, mais pourquoi ne pas commencer à retravailler avec des légumes frais, puisqu'on a autour de ces entreprises des agriculteurs. Ils viennent de lancer 2 recettes avec, au-delà des féculents, des légumes frais. Donc, je dis que dans cet univers-là, rien n'est perdu. Je pense qu'il faut garder sa foi, il faut garder ses convictions, se battre. Personnellement, j'ai affaire à des comités de direction, à des gens qui voient l'aspect financier 100%. Mais je dis que quand on va au supermarché, quand on prend un plat préparé, parce qu'on n'a pas forcément les moyens de se faire un grand restaurant, eh bien, ce n'est pas parce qu'on va au supermarché qu'on doit avoir dans sa barquette ou dans sa boîte un produit de mauvaise qualité. Certes, c'est traité à grand volume, mais ça peut être de bonne qualité. Et ça va également auprès des populations qui travaillent dans ces entreprises. Bien souvent, que ce soit en collectivité ou en agroalimentaire, les gens qui sont cuisiniers
qui sont au pied des marmites ne sont pas forcément toujours considérés. Et il est important que la personne qui prépare soit considérée. Moi, je vois, j'ai fait des formations aussi pour des chefs de cuisine de collectivité. On dit, ouais, mais il n'y a pas d'âme dans ce que vous faites. Bien évidemment, ces personnes ne sont pas considérées. Mais je pense que le vecteur humain, il passe également dans ces entreprises au niveau du volume que l'on réalise. Et je m'attache aujourd'hui, dans mes missions de conseil culinaire, je m'attache énormément à aller au-delà, entre guillemets, au-delà, si vous voulez, de ces préparations culinaires, parce que j'interviens in situ. Je ne travaille pas de ma cuisine. Là, j'ai également un lieu où je fais de la cohésion d'équipe par la cuisine, mais c'est de la vraie cohésion, c'est du lien. On n'est pas en train de faire du paintball ou du karting, ce n'est pas la compétition, c'est vraiment se retrouver ensemble, partager du temps. Dans cet espace, je rejoins un petit peu ce que disait Pauline ou Eric tout à l'heure, pendant tout le confinement avec un de mes anciens de mon établissement qui est maintenant 2 étoiles Michelin, on a fait pendant 3 mois, on a fait à manger pour les soignants tous les jours. C'est mettre du lien social, c'est mettre sa pierre à l'édifice, faire de la transmission également, parce que je pense que transmettre, c'est ça, c'est ce que vous avez dit précédemment. Et j'essaye de m'appliquer au maximum, au-delà des missions culinaires, d'intervention dans les laboratoires de recherche-développement, de créer du lien social et mettre de l'importance à ce que les gens, les opérateurs, les cuisiniers, les techniciens vont s'appliquer à faire dans leurs usines. Voilà. J'espère que je pourrai répondre à vos questions. Voilà, c'est un vaste sujet. Et en 2 temps, la gastronomie, elle est dans le bistrot du coin. J'ai déjà fait dans le bistrot du coin des repas gastronomiques. Parce que la gastronomie, c'est avant tout le respect de la bonne chair, le respect des ingrédients et également savoir le divulguer, savoir le transmettre. À tout à l'heure, je pense, pour les réponses, questions-réponses. Merci. Merci à vous. Effectivement, c'est un axe important dans la discussion, donc on y reviendra. Merci beaucoup. Stéphane Verdier. Bonjour à tous. J'interviens en complément de témoignages que je trouve assez passionnants, des parcours de vie, d'expériences qui sont enrichissants, très clairement à entendre. J'ai envie de dire, je viens en complément de tout ça. Je suis un petit maillon d'une chaîne qui est très importante dans un groupe qui n'est pas si vieux que ça à l'échelle de la France, puisque ça fait que 30 ans qu'on est arrivé en France, un peu plus longtemps à l'étranger, notamment en Allemagne, qui était le point de départ de notre concept. Je dirais, je fais partie d'un groupe qui a eu plusieurs vies, qui a eu, malgré son jeune âge, ses 30 ans, qui a eu plusieurs vies, qui a eu une période de croissance rectiligne, et puis qui a eu un petit souci, on va dire, de parcours il y a quelques années, qui fait qu'il a fallu qu'il se remette en cause. En fait, notre concept était à bout de souffle, le concept qu'on connaissait à l'époque. Il a fallu se reconstruire et le réinventer totalement. C'est ce qui a été fait il y a à peu près une dizaine d'années, un peu plus même maintenant. Et il a fallu, à partir de là, redéfinir, je dirais, un concept dans sa globalité et intervenir dans tout ce qu'on vient de dire, un peu dans le back-office de la gastronomie. Et le back-office de la gastronomie, ce n'est pas si simple que ça à définir parce que notre cœur de métier, c'est au quotidien de satisfaire des gens. Alors, ça paraît basique, mais j'ai envie de dire, si nos clients ne sont pas satisfaits, on ne les voit plus. Et si notre concept ne convient plus, on disparaît aussi vite qu'on peut arriver. Aujourd'hui, on voit des groupes qui sont un peu en souffrance dans cette dynamique-là et qui ont du mal parfois à se réinventer. Voilà. Nous, on a vécu ça. On a la chance aujourd'hui d'être sur d'avoir trouvé notre clientèle. Notre croissance, elle est régulière. Aujourd'hui, on est parti de 0 en France pour occuper à peu près aujourd'hui entre 6 et 7% de part de marché, ce qui paraît peu en termes de pourcentage, mais en termes de valeur, c'est beaucoup. Alors, je ne suis pas là pour me gargariser sur les chiffres et la croissance de Lidl, ce n'est pas du tout ça, ce n'est pas du tout l'intérêt du jour, c'est plutôt d'expliquer dans la gastronomie, notre rôle de back-office, il est aussi tant sur le produit, où c'est essentiel, où il y a beaucoup de partenariats, et je suis très content d'avoir entendu ce que disait Eric Reichler, parce que c'est beaucoup de choses partent de ces partenariats, et on y travaille de plus en plus. Et j'ai des gérants achats qui sont très impliqués dans ce domaine-là, notamment. Et aussi dans la partie qui est peut-être moins alimentaire, qui est plus sur le produit, sur des produits non alimentaires. Alors, je le dis parce que souvent, ces dernières années, on est référencé par rapport à ça.
le fameux Monsieur Cuisine, qui est anecdotique, qui était, je dirais, souvent, qui a souvent fait rire et souvent été sujet de grandes discussions, de polémiques même, tel qu'on a pu l'entendre, mais qui aussi a contribué, je dirais, à rendre l'approche gastronomique ludique. C'est un outil qui, en fait, s'est comparé, est devenu l'outil de cuisine, est devenu plus facile à utiliser, à toucher une clientèle assez qu'on a un peu subi, je dirais, à certains moments, parce qu'on a été un peu victime de notre succès, pour dire ce qui est. Mais ça a vraiment montré qu'aujourd'hui, dans l'univers de la gastronomie, qu'il soit à travers les produits, parce que notre cœur de marché, notre cœur de métier, ça reste alimentaire, on trouve des clients. Donc, il faut être très attaché à la qualité de nos produits, parce que là, on voit aussi que les modes de consommation ont énormément changé et sont encore en pleine mutation, sans même parler de l'événement Covid qui a pulvérisé beaucoup de nos repères, très clairement. Et aussi sur les autres produits où, je dirais, les modes de fonctionnement sont aussi en train de changer grandement. Je dirais, la gastronomie, c'est devenu, ça l'a toujours été en France, un événement très particulier, un domaine très particulier. Mais on sent bien qu'aujourd'hui, l'alimentaire en France, ce n'est plus un phénomène de mode, c'est devenu un vrai phénomène de société où les gens sont très attachés à leur mode de consommation, aux produits qu'ils consomment et, je dirais, aux matériaux qu'ils vont utiliser même pour faire la gastronomie au quotidien. Voilà, donc pour aller un peu dans le détail, juste pour rentrer dans mon métier, moi, je suis un peu au milieu de tout ça, puisque je suis à la fois pour la partie conceptuelle, on est 1500 supermarchés, donc forcément, il faut avoir, je dirais, une image qui nous correspond. Donc, ça, c'est notre concept. Notre concept, il a évolué il n'y a pas si longtemps que ça, une dizaine d'années, donc on y travaille encore. Donc, on cherche toujours à l'améliorer, on est très attentif aux remontées de nos clients. C'est quelque chose d'essentiel dans notre quotidien. Et puis, il faut faire grandir nos équipes. On est parti on va dire de zéro il y a plus de 30 ans pour être presque 40 000 personnes aujourd'hui en France, donc sur l'ensemble du territoire français. Donc, il faut continuer à croître et au quotidien continuer à faire grandir nos équipes dans toute cette logique-là, d'accompagner ce mouvement. Dans la gastronomie, je dirais, ce qui a bien évolué, alors c'est très vaste, hein, je ne vais pas rentrer dans dans la profondeur de l'évolution de la consommation, mais on voit vraiment ce qui a le plus changé, là où l'attente est la plus importante, on va dire, c'est dans la fraîcheur. Aujourd'hui, les gammes fruits et légumes, la proximité, la disponibilité, que ce soit pour les produits fruits et légumes, pour la viande volaille, toutes ces gammes de produits, même pour le poisson, je dirais, il y a vraiment des produits qui sont regardés avec un œil différent que ce que j'ai pu connaître il y a quelques années. Très clairement, il y a 15-20 ans, la proximité comptait bien moins, ou l'origine du produit, qu'elle peut compter aujourd'hui. Si on a créé une gamme qui se veut essentiellement française, autant que les produits peuvent le permettre en tout cas, et qui fonctionne très bien, c'est parce qu'avant tout, la demande, elle est là. Nous, on ne crée pas des produits pour que les clients viennent les retrouver. On étudie, on est à l'attente du marché, de ce que nos clients recherchent, ce que les consommateurs veulent retrouver. Et j'ai envie de dire, si on réussit à correspondre à leurs besoins, ils viennent nous retrouver. C'est exactement ce qui se passe actuellement. Pour ça, on a vraiment travaillé beaucoup sur la proximité des gammes, notamment fruits et légumes, où on est passé, et viande volaille, où on est passé de produits qui étaient partout sur l'Europe, très clairement, à des produits essentiellement français, et je dirais même régionaux. Ce qui, pour un groupe national, ce n'est pas si simple que ça. Mais on y travaille énormément par beaucoup de partenariats. Alors, ça peut s'entendre un petit peu parce qu'on a un directeur des achats qui est très pointu dessus et qui communique beaucoup dessus, qui est même souvent, je dirais, invité dans des forums de discussion parce qu'il est très, très attentif à ça et qui a créé quelque chose qui interloque beaucoup dans l'univers de la consommation, je dirais, en complément de ce que disait un peu Eric tout à l'heure, du partenariat qu'on appelle tripartite. C'est-à-dire, le partenariat, il n'y a pas que le distributeur, il n'y a pas que l'industriel, il y a aussi le producteur qui est à la base. Et aujourd'hui, pour répondre à un besoin clair et net de qualité de produit, pour que le producteur puisse en sortir aussi, il faut absolument qu'il y ait un accord gagnant à 3. Alors, ces accords tripartites, ils ont fait grincer beaucoup les dents au début pour notamment la partie industrielle, parce que c'était un peu la face cachée entre le producteur et le distributeur. Mais mine de rien, assez rapidement, je dirais, tout le monde y trouve sa place. Et le plus grand gagnant de tout ça, ça reste le producteur qui, lui, forcément, ça lui a permis de retrouver des marges de manœuvre beaucoup plus faciles. Ça nous a permis aussi de devenir une vitrine
on est présent au Salon de l'Agriculture. Alors, ça paraît évident maintenant, mais quand on est arrivé en tant que distributeur, le premier au Salon de l'Agriculture, il y a quelques années maintenant, ça commence à dater un peu, ça a été un événement qui a fait un peu de bruit dans la grande distribution parce que très clairement, beaucoup d'enseignes n'ont pas compris comment on a pu arriver là, parce que ce n'est pas si simple que ça d'y rentrer dans cet univers-là. Et c'est simplement en fait que les relations avec le monde agricole au sens large, parce que le salon de l'agriculture, c'est autant le salon presque de la gastronomie, une certaine gastronomie que du monde agricole. Et on a trouvé notre place assez naturellement là-bas. Et on a été invité avec grand plaisir. Et je dirais, c'est des événements qui se passent bien, où on a vraiment la grande rencontre avec à la fois nos mondes agricoles, à la fois nos clients, puisqu'ils sont visiteurs de ce salon-là. Alors, on ne l'a pas fait cette année, et si on l'a fait l'année dernière, c'était les derniers jours avant le confinement. Mais c'est vraiment des événements assez marquants pour nous. Et c'est des événements auxquels on est content de participer et de pouvoir échanger avec les producteurs, les industriels qui sont présents aussi, et surtout nos clients qu'on peut retrouver là-bas. Voilà un petit peu, on est un peu dans le back-office de la gastronomie, mais je dirais, on pourrait dire beaucoup de choses. Dans toutes nos gammes, on travaille beaucoup pour répondre à l'attente des clients. C'est vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est que la grande distribution n'est pas souvent les grands méchants tels qu'on peut les imaginer, c'est que notre cœur de métier, c'est avant tout de répondre à des besoins. Si on ne répond pas à des besoins, on n'existe pas. On ne croit pas, on disparaît assez naturellement. Et aujourd'hui, on est uniquement là, et notamment Lidl, avec un peu plus qu'un phénomène de mode, un phénomène de succès dans notre concept, parce qu'on répond à des besoins actuellement. Voilà, c'est vraiment quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé, on continue à travailler, la proximité, la fraîcheur de nos produits. C'est des choses qui sont importantes pour nous et qui sont importantes dans notre gamme, qui se veut avant tout dans un concept assez simple, limité. On n'aura jamais des milliers de produits comme dans un hypermarché, parce que d'abord, on n'a pas la place, tout simplement. Et puis, ce n'est pas ce qu'on souhaite faire, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'attente du consommateur et des clients, elles sont totalement différentes dans cette approche-là. Voilà, donc je serais content tout à l'heure de pouvoir répondre à des questions, s'il y en a, quelle qu'elle soit, sur cet univers-là, que je connais un petit peu depuis quelques années. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Bon, alors, encore une fois, ça ouvre le champ des perspectives, ça c'est certain. Alors, je me permets de rebondir sur ce que vous venez de dire et je pense que ça fera lien aussi avec d'autres intervenants, mais là, vous avez parlé de besoins des consommateurs. Alors, si on regarde ça de manière un petit peu plus globale, si je peux dire, quand on veut construire ou quand on veut proposer une offre gastronomique, il faut penser à quoi? On répond à quoi aujourd'hui? Les enjeux, les besoins, c'est quoi? Comment on s'adresse aux consommateurs aujourd'hui quand on veut leur parler de gastronomie? Et je peux faire le lien avec Éric Jubot, vous parliez tout à l'heure des retombées que ça a eu, comment est-ce qu'on parlait, comment est-ce qu'on s'adressait aux consommateurs ou en tout cas aux personnes qui venaient donner leur sang. Monsieur Verdier, vous parlez de vos clients, donc les personnes qui achètent vos produits et comment est-ce que vous valorisez tout ça. Ou bien même vous, Pauline, voilà, les produits qui existent, que vous cultivez, ils deviennent quoi après? Comment est-ce qu'ils sont consommés? Comment est-ce que vous en faites la promotion? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Alors, je vous ai cité chacun. Peut-être Éric, vous voulez démarrer, Éric Jubot? Alors nous, effectivement, donc nous, c'est particulier dans la démarche. Je vous ai dit, nous, on s'est servi je ne sais pas si le mot est approprié, mais de la mode de la gastronomie ou de l'attrait de la gastronomie pour ramener vers un autre thème qui était moins dans l'air du temps, le don du sang. Alors effectivement, nous, simplement pour vous expliquer le travail pédagogique qu'on a dû être amené à faire, en fait, quand on fait des bilans, parce qu'on a essayé une culture un petit peu industrielle d'amélioration continue, donc on faisait des bilans qualité de fin de don. En fait, dès les premières années, on nous a demandé un peu la composition des recettes et des produits. C'est-à-dire que les gens adoraient ce qu'ils mangeaient, mais c'était des recettes plus ou moins travaillées. En fait, ils avaient du mal à réidentifier les produits. Donc en voie de progrès, très rapidement, on nous a demandé de mettre la composition. Et puis, il y a aussi un critère, là, on n'a pas parlé d'HACCP, mais par exemple, on n'avait pas pensé aux allergies qui se développent aussi. Donc, on avait oublié de mettre les compositions sur certains produits. Voilà. Donc, en plus, dans un contexte de don du sang, c'était une petite erreur qu'il a fallu rectifier vite. Hein. On n'était pas là pour faire du mal aux gens. Donc, voilà. En fait, les gens étaient curieux de ce qu'ils mangeaient. Voilà, donc c'est ça. Et puis, on a quand même, pour rappel, ce sont des gens, les restaurateurs l'ont tous fait de manière bénévole et spontanée à la base. C'était un tableur qui avait
une envie, une habitude avec un restaurateur qui allait le voir en amitié, qui allait dans les cuisines en lui disant voilà, est-ce que tu veux pas nous dépanner sur ce coup-là? Et en fait, nous, pour les remercier aussi, on essayait quand même de faire une petite couverture presse. Ils venaient pas pour ça, mais on essayait d'organiser une petite photo de démarrage, une petite photo finale. Et en fait, il y avait beaucoup d'interactions entre les donneurs de sang et les restaurateurs pour échanger sur ce qu'ils faisaient dans leurs produits, couper peut-être un petit peu cette barrière où certains publics, c'est pas dans leur culture d'avoir un budget de 40 à 50 euros pour un menu d'y aller. C'était pas leur univers. Pas forcément pas les moyens, il y a ça aussi, hein, mais il y a aussi pas forcément leur culture. Voilà, donc c'est aussi casser quelques des petites barrières, quoi. On discute plus simplement. Alors c'est sur des petits volumes, hein. Attention, nous c'est 200 ou 300 personnes, précisément 250 personnes hein, qui se présentent distinctes au don du sang. Donc ces personnes-là, c'est peut-être 30 ou 40% qui n'étaient pas du tout de cet univers-là. Mais chaque année, présent, ça avance. Voilà, je me tais. Merci beaucoup. Pauline, Jalais, vous voulez réagir par rapport à voilà, ces produits? Comment est-ce que vous en faites la promotion et puis qu'est-ce qui deviennent après? En toute humilité, quand les bacs seront remplis, on vous enverra plein de photos et on pourra vraiment parler du coup de notion de partage du comestible. Là, on est vraiment à la phase où cette année, ça va pousser. Donc, pour l'instant, on a des projections, on n'a pas encore d'idées. Donc, pour moi, c'est un peu présomptueux de répondre à quelque chose qui est de l'ordre encore du travail qu'on est en train de mener. Mais je dirais que comment on pourrait s'adresser aux consommateurs, peut-être dire qu'on est tous des consommateurs et qu'à un moment donné, on va tous essayer de voir comment, quand il y a du comestible dans l'espace public, on fait pour le partager. Est-ce que c'est des gens qui n'ont pas à manger qui prennent les aliments? Est-ce que c'est tout à chacun qui peut prendre et qui peut aussi réserver les aliments chez lui parce qu'il y a des aliments qui sont à conserver. Tout n'est pas comestible tout de suite. Est-ce qu'il y a spontanément des gens qui vont se proposer pour faire la distribution je ne sais pas, en fait, j'ai l'impression que tout est à inventer. Nous, la manière dont on s'adresse à nous tous qui sommes consommateurs pour l'instant, c'est plus vos idées et votre engagement, en fait. Qu'est-ce que vous avez comme idée? Et on prend quoi. Voilà, donc je vais laisser la parole parce que ce sera peut-être une prochaine rencontre où je pourrai relater ce qui s'est passé. Merci de nous donner l'eau à la bouche. Très bien, alors on attend ça avec impatience. Stéphane Verdier, vous voulez dire un mot? Là, vous avez parlé de besoins de vos clients. Alors, comment ça se passe? Comment vous faites, vous, peut-être la sélection et puis la promotion après de ces produits-là? Et à quoi est-ce que ça répond selon vous aujourd'hui? Alors, la promotion dans la grande distribution, c'est un mot vaste. C'est un mot, ça va de la publicité télé jusqu'à la publicité de proximité et ainsi de suite. Mais bon, il y a un leitmotiv au milieu de tout ça, peu importe le produit, peu importe, je dirais, ce qui est fait, le produit qui est mis en avant. C'est souvent, entre guillemets, ça permet de faire découvrir, en fait, à la fois un produit, mais aussi un concept. La promotion, elle permet toujours à quelqu'un, c'est toujours l'objectif de faire venir quelqu'un dans notre supermarché. Il faut dire ce qu'il y a, on n'est pas là pour, on est là pour faire. C'est un métier, en fait, donc, très clairement, c'est notre métier. Mais une fois que le client est venu, l'objectif, ce n'est pas que de lui accorder la promotion qu'il est venu chercher, c'est aussi qu'il découvre autre chose. Et nous, on fonctionne beaucoup par des offres ponctuelles. On le fait aussi à la fois sur les produits non alimentaires, mais on le fait sur des produits alimentaires. Ce qui permet de découvrir, notamment sur les actions thématiques, on le fait très souvent, toutes les semaines, en fait, des actions à la fois de produits régionaux. Alors, c'est assez facile en France, hein. Chaque région a ses particularités du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Donc, que ce soit pour les produits, les fromages, les viandes et ainsi de suite, on peut découvrir très facilement des gammes de produits régionaux qu'on fait découvrir comme ça. Alors qu'on fait de manière ponctuelle, ça va se passer sur une semaine. Souvent, c'est des offres qui rencontrent des gros succès. Alors, pour nous, c'est un avantage, c'est que ça permet aussi de tester très clairement toute la chaîne de distribution, parce que je donne toujours cet exemple-là, mais il est assez parlant, c'est qu'un un industriel, petit ou grand, mais qui veut se lancer à la grande distribution, un colis, 1500 supermarchés, c'est tout de suite 1500 colis. Un produit alimentaire, ça a forcément une denrée, une date de début, une date de fin. Il faut être capable de le produire, on ne peut pas le produire un an avant. Donc, je parle d'un colis par supermarché. Donc, vous multipliez ça, bien évidemment, par le nombre de colis. Ça va très vite, les volumes. Donc, ça permet aussi à la fois au distributeur de voir le potentiel de ce produit, s'il est régional. Ça permet à l'industriel souvent de se tester et aussi de grandir.
bon nombre d'industriels qui ont commencé avec nous il y a 30 ans, ont grandi avec nous, et ça leur a permis à la fois de grandir, de s'équiper, de progresser. La grande distribution fonctionne beaucoup par contrat annuel. Donc, ça leur permet de donner de la visibilité aussi. Et puis, quand quelque chose fonctionne bien, l'intérêt de tout le monde, toujours dans des accords de gagnant-gagnant, c'est que nos clients s'y trouvent d'abord, mais aussi l'industriel. Et puis, nous, on est un peu l'interface au milieu de ces deux univers. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important. Encore une fois, un produit qui ne correspond pas à un besoin, qui va être à un prix décalé, à une qualité qui ne correspond pas aux attentes, ne trouvera pas sa place. Et j'ai envie de dire, disparaîtra assez naturellement. Donc, nous, c'est vraiment la quête permanente, au-delà de l'outil promotionnel, de travailler sur les fondamentaux du produit. Un produit peut très bien fonctionner une fois, mais il peut aussi, s'il n'est pas satisfaisant, nuire à l'image de la société. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on doit être très vigilant. Eric l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, Eric, pardon, il l'a évoqué, on est dans des métiers ou des associations où il y a beaucoup de normes. Dans la grande distribution, il y en a énormément de normes, comme dans le domaine industriel aussi. Donc, on y est très vigilant de trouver ce meilleur compromis entre toute cette amalgame de normes, de réglementations qu'il faut respecter, qui permettent aussi d'avoir quelque chose d'assez magique qu'on a pu connaître cette année en France, c'est que dans toute la difficulté qu'on a pu rencontrer tous depuis un an, très clairement, la chaîne alimentaire, ça a été sûrement une des plus stables en France, une des plus solides. C'est-à-dire, il y a eu des moments de surchauffe, très clairement, mais qui n'ont été que des surchauffes très ponctuelles. Les rayons qui étaient vides se sont remplis aussi vite qu'ils se sont vidés, j'ai envie de dire. Les industriels ont tenu le coup. Les producteurs ont tenu le coup. J'ai envie de dire, c'est sûrement, avec du recul, je pense qu'on se rendra compte dans quelques années que la filière agroalimentaire, c'est sûrement une des filières d'excellence, quelle qu'elle soit, du producteur jusqu'au distributeur, et qui, entre guillemets, qu'il va falloir aussi, qui peut servir de modèle dans bien des filières, quelles qu'elles soient, parce que de la matière première, j'ai envie de dire, jusqu'à la filière de transformation, jusqu'à la distribution, ça a été très stable, avec tous les métiers qui font l'interface de tout ça. C'est quelque chose qui a tenu bon, et vraiment, il y a eu des moments d'énormes surchauffe cette année qu'on a pu connaître. Hein. On a vendu à la grande distribution des sacs de farine de 25 kilos. Bon, ça restera l'anecdote, mais il faut imaginer, il y a 4-5 ans en arrière, qui aurait pu acheter un sac de farine de 25 kilos? Pas grand monde, hormis les spécialistes de la boulangerie. Et encore, il faut les utiliser, hein, les 25 kilos, il faut y aller. Hein. Ben, ça, c'est quelque chose des industriels ont été capables de faire à dimension grande distribution au cours de cette année. Et très clairement, je pense que personne n'avait imaginé ça il y a si peu de temps que ça. Ça a été produit, fait, livré et vendu assez rapidement cette année. Voilà, donc je dirais la promotion chez nous, c'est vraiment un vecteur de faire correspondre un besoin à un client. Ça restera toujours notre cœur de métier de toute façon, quel qu'il soit. Voilà, j'espère avoir un petit peu donné une vision un peu élargie de la donne grande distribution sur le sujet. Merci beaucoup. Alors, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Vous parlez du lien, en tout cas de la filière en général, et ce mot lien est revenu régulièrement. Alors, lien entre les différents acteurs, lien social aussi avec les consommateurs, lien avec les équipes. Alors, je vais peut-être passer la parole à Eric Reicler pour ce sujet-là, mais c'est vrai que quand on parle de gastronomie, voilà, on parle de, là, en tout cas, dans tout ce que vous dites, de l'accès ou de l'accessibilité des produits, des recettes qui vont avec, une connexion avec le local, là, qui est quand même évidente, et puis donc cette création de liens autour de tout ça. Alors, est-ce qu'on peut approfondir un peu ce point? Eric Reicler. Oui, alors, il y a un point, pour ma part, je fais vraiment un distinguo entre la gastronomie et la bonne cuisine qu'on peut tenter de faire sur l'agroalimentaire. Parce que la gastronomie, sur le terme étymologique littéraire, la gastronomie, c'est vraiment l'art global, c'est avant tout la cuisine, bien évidemment, le respect des mets, de la réalisation, ce sont les vins, ce sont aussi la façon d'ordonnancer les repas. La gastronomie, ça va du coup de téléphone que vous passez au restaurateur ou l'hôtelier, la façon dont vous êtes accueilli, ça contribue à la gastronomie. C'est un ensemble global. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous donnais un peu l'exemple du bistrot du quartier. Le bistrot du quartier, il peut vous donner des frissons parce qu'il y aura eu
il y a du sentiment, il y a de l'humain, il y a une belle réalisation culinaire, les gens ont bien fait leur métier, ils ont respecté le produit, ils vous respectent vous en tant que client. C'est ça la gastronomie pour moi. Et si vous voulez, quand je parlais tout à l'heure de rigueur, ce que m'a, entre guillemets, enseigné, parce que c'est ma vie, hein, depuis l'âge de 15 ans, je suis en cuisine, c'est comme ça que j'ai grandi dans mon métier. Si vous voulez, cette rigueur-là, je me l'applique aujourd'hui dans le quotidien, dans ce que je veux faire comme mission en agroalimentaire. Et là, je ne parle plus de gastronomie. Là, j'essaye de transmettre, de faire de la bonne cuisine, de délivrer de la bonne cuisine, avec des ingrédients choisis. Je travaille également pour des chaînes de fast-food. Hein. J'ai collaboré avec des chaînes de fast-food pour essayer d'avoir des sourcings de fromage AOP. Alors, ce n'est pas toujours facile, je vous l'accorde, il faut se bagarrer. Mais peu importe, il faut aller au bout de ses convictions. Des fois, je repars en disant je n'ai pas gagné, c'est pas grave, on essaiera mieux la prochaine fois, mais je ne veux pas déroger de ça. Et je me refuse, si vous voulez, à utiliser le terme de gastronomie pour les missions que je peux faire en agroalimentaire. C'est vraiment, vraiment chercher avant tout, être honnête et faire une cuisine honnête, une cuisine de bonne facture, une cuisine qui va satisfaire le plus grand nombre. C'est avant tout à cela que je m'applique. Et effectivement, je pense que pour cela, le sourcing, et je vous le disais tout à l'heure en préambule, il y a un de mes clients qui commence à travailler avec des légumes frais. J'ai un autre client qui, lui, est carrément en Normandie, entouré de champs. Il travaille avec des contrats avec des agriculteurs. Donc, tous les ans, les agriculteurs, entre guillemets, savent pertinemment que leur récolte va être, entre guillemets, réservée et utilisée. Avec un respect en même temps des tarifs. Alors là, ce n'est pas moi qui négocie, hein, c'est le client, mais je sais, pour rencontrer les agriculteurs, quand je vais dans cette mission, qu'ils ne sont pas perdants. Donc ça, c'est déjà ce qu'il faut, c'est que tout le monde y trouve son compte. Donc si vous voulez, il y a vraiment cette recherche aussi de produits de bonne qualité pour ne pas être mensonger. Et ça, c'est important. Et je pense qu'il y a beaucoup de chefs étoilés qui collaborent en sous-marin avec l'agroalimentaire. Hein. Moi, à l'époque du restaurant, il était hors de question que l'on parle que je faisais du conseil pour l'agroalimentaire. À l'époque, si on parle du Michelin, le Michelin ne supportait surtout pas, déjà qu'on affiche l'étoile sur la devanture, ne supportait surtout pas qu'on amène notre collaboration à l'agroalimentaire. Michel Guérard avait fait à l'époque, Paul Bocuse, mais pas les autres. Hein. On ne pouvait pas le faire. Et, si vous voulez, et là, tout ça, ça a évolué. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Beaucoup de chefs étoilés apportent aujourd'hui le fruit de leur expertise, de leur expérience à l'agroalimentaire. Et tout ça, je pense que, pour rejoindre sur ce que disait Stéphane, effectivement, ça ouvre les portes entre guillemets, et ça donne accès à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de fréquenter les restaurants étoilés, d'avoir, pas un pas gastronomique, mais d'avoir des choses qui sont bonnes. Bien, on essaye de faire au plus juste de la cuisson pour ces produits-là et de l'assaisonnement et du respect du produit. Et c'est ça, c'est là-dessus que moi je me bats au quotidien avec mes clients parce qu'il faut respecter cette chaîne-là. Ça, c'est très important. Merci beaucoup. Est-ce que, Pauline, vous voulez aussi dire un mot sur cette notion de lien social, d'action solidaire par rapport à ce que vous faites dans votre collectif? Là, justement, en vous écoutant tous les trois, ce que ça m'évoquait, en tout cas, les mots que j'ai retenus, c'est les mots de dire. Et vous avez dit, Eric Rettler, d'essayer. Vous avez dit plusieurs fois le mot « j'essaye ». Je suis assez d'accord avec cette idée, c'est-à-dire qu'au niveau des jardinières masquées, comme j'ai présenté tout à l'heure, on essaye de montrer à chaque personne qui voudrait venir partager l'expérience ou planter qu'un légume, il va pousser de telle manière. C'est visible parce que c'est dans l'espace public, donc la personne, elle peut voir ce que ça va donner. Elle peut aussi imaginer après en faire quelque chose. Donc, je crois que
le lien, il se fait par rapport à l'idée. C'est-à-dire que si l'idée, elle fonctionne, quand quelque chose pousse dans les bacs, pousse dans les spots qu'on a développés, il y a automatiquement un lien qui se crée. Il y a un lien humain parce que cet aliment, la personne va en faire quelque chose, elle va le consommer, ou alors elle va le donner, ou alors elle va se dire à qui il pourrait profiter. Donc, je crois qu'il y a un double lien qui se fait. Il y a un lien à la fois de se nourrir, qui est quand même un des objectifs premiers de l'humain. Et après, il y a un lien aussi social, enfin, qui est tout aussi humain, mais peut-être un lien d'organisation, alors dans un cercle intime ou alors un peu plus large. Et la question qui se pose, c'est quoi en faire de cet aliment. Dans ce que vous avez dit, je retiens aussi l'idée de le meilleur pour la personne qui va consommer. Et c'est vrai que ce que je trouve chouette, c'est de voir un légume pousser, moi, et qu'il n'y ait rien autour, et de se dire, qu'est-ce que j'en fais de ce légume? Qu'est-ce que je le travaille, je le travaille pas, je le pèle, je le pèle pas, est-ce que c'est nécessaire, d'où il vient, est-ce que c'est une variété que je vais pouvoir replanter via les graines l'année prochaine, est-ce que c'est quelque chose que je dois consommer maintenant? Enfin, j'ai l'impression qu'il y a que des multitudes d'expériences culinaires, alors gastronomiques, alimentaires, comestibles, on peut, je crois, employer tous les mots suivant les expériences et les contextes, mais je crois que les liens, ils sont propres à chaque expérimentation qu'on mène tous là autour de cette table, entre guillemets, et je crois qu'elles ne s'opposent pas, mais bien qu'elles se complètent. Enfin, il y a le légume qui pousse, après il est vendu dans un supermarché, d'accord, mais d'où il vient? Et puis qu'est-ce que ça fait quand il y en a trop? Même dans un supermarché, la question, elle se pose du trop, des fois, qu'est-ce qu'on en fait? Et bien là, on peut aussi se poser la question de ne pas assez, pourquoi? Enfin, voilà, il y a aussi une notion de lien, je crois, dans la notion d'équilibrage de l'alimentaire. Est-ce qu'aujourd'hui, on mange? Est-ce qu'on se nourrit? Est-ce que des fois, on bouffe? Est-ce qu'on se remplit? Enfin, je crois que ça pose aussi ces questions-là aujourd'hui, tous ces débats autour de l'alimentation. C'est comment on ingère les aliments et suivant quel contexte. Donc, je crois que les jardinières masquées, à leur mesure, elles posent la question de un aliment, qu'est-ce que j'en fais? Voilà. Et qu'est-ce qui pourrait devenir s'il y en a plusieurs? À quoi ça pourrait servir? Comment on se nourrit? Voilà, je vous rends la parole. Et vous, à votre niveau, est-ce que vous, justement, vous informez les consommateurs, ou je ne sais pas comment on peut les appeler, ceux qui récoltent après et ceux qui utilisent ou qui consommeront peut-être vos produits? Quel est votre rôle par rapport à ça? Comment vous leur donnez envie, ou comment vous les informez pour qu'ils en fassent quelque chose, justement? Eh ben, au niveau de envie, en fait, j'ai l'impression que l'envie, elle est assez suscitée par la curiosité déjà de l'expérimentation des jardinières masquées. Là, je pense que c'est aussi quelque chose qu'on pourra vous répondre plus amplement, mais dans quelques temps. Maintenant, au niveau, par contre, transparence et aussi au niveau santé, on ne fait rien sans être totalement transparent déjà via la mairie et puis ensuite via des personnes compétentes. C'est-à-dire qu'on ne va pas planter, par exemple, je sais pas, ne serait-ce que des aromates un petit peu médicinaux, par exemple. On ne se risquera pas à ce genre de choses parce que c'est l'espace public et qu'on ne va absolument pas prétendre à remplacer ni un herboriste ni une pharmacie. Enfin, on reste dans nos clous, quoi. C'est-à-dire qu'on on essaye de faire pousser des légumes, des fruitiers, mais des choses connues, des choses, si les personnes les consomment, elles ne vont pas les rendre malades. Après, il y a les allergies. Il y a aussi tout un tas de précautions à prendre, et donc on fait de la communication autour de ces plantations pour que les gens sachent ce qui pousse et donc puissent savoir ce qu'ils vont cueillir. Quand il y a des rendez-vous aussi autour des bacs, les week-ends, on est là et on communique un maximum autour de ça. Après, ça empêchera pas de cueillir quelque chose qu'une personne ne peut pas manger, mais après, je veux dire, dans la nature, quand il y a par exemple un buisson de framboise, si quelqu'un est allergique, il ne faut pas qu'il en mange. Enfin, je pense que là, nous, on a un rôle par contre de rester à notre place du comestible et puis surtout de s'entourer de personnes qui peuvent expliquer. C'est-à-dire que pour les fruitiers, lors de l'Assemblée citoyenne l'année dernière, on avait des vicossons qui nous avaient expliqué justement comment planter, à quelle époque, et puis ce qu'on pouvait planter. On essaye de s'informer au maximum pour assurer aussi la sécurité des gens qui qui peuvent être tentés, et j'espère qu'ils seront encore tentés. Voilà, si ça répond à votre question. Merci. Merci beaucoup. Alors, je regarde l'horloge en même temps. Je vois qu'on se rapproche de 17h30. Alors, est-ce que c'est le moment de passer la parole à nos participants, au public?
Certainement, si le public veut avancer des questions, il peut tout à fait prendre la parole en demandant la parole ou alors en inscrivant des questions directement dans le chat. Alors, il y a une question déjà pour Pauline Jallet qui est proposée par Cécile. Peut-elle nous dire sur les profils des jardinières masquées, quelles sont leurs motivations et leurs profils? Y a-t-il une réflexion pour faire le lien avec la restauration collective, les cantines gérées et les collectivités locales en termes de perspective? Certainement, Pauline, vu que, comme vous disiez, les légumes ne sont pas encore parmi nous. Merci beaucoup, Cécile. Alors, la première partie de la question, je vais répondre assez rapidement pour qu'on ait le temps d'en faire un maximum. Les profils des jardinières masquées, les motivations, ils sont aussi divers et variés qu'il y a de personnes puisque c'est un mouvement. Donc, on n'a pas on recrute pas, on accueille. Donc, en fait, on se connaît au fur et à mesure. La motivation, c'est vraiment défendre le comestible en ville et inciter les pouvoirs publics à avoir autant d'ornements dans les jardins publics et les parcs que d'alimentaire. Voilà, ça, c'est la motivation première. Y a-t-il une réflexion pour faire le lien? Alors oui, il y a des propositions de crèches, d'écoles pour qu'on travaille ensemble. Après, on n'a pas pour vocation de nourrir la ville. Enfin, je pense qu'il faut qu'on soit humble et honnête avec nous-mêmes. On a tous des métiers à côté, des vies, nos vies multiples. Et en fait, on se considère un peu comme une sorte de laboratoire et on a envie de faire un peu pression et dire à la mairie, hey, est-ce que ça serait chouette qu'il y ait du comestible dans les villes et comment? Donc voilà, je pense que la mairie fait au mieux son travail et quand on est politique, Dieu sait qu'il faut batailler pour arriver à ses fins et défendre ses idées. Donc je crois qu'on reste à nos places de peut-être un peu lanceur d'idées et puis déjà quand il y aura plein de légumes dans les bacs, on verra ce qu'on en fait et on continuera l'expérience, mais et on sera en lien avec les cantines, avec la restauration, par exemple, collective, s'il y a des demandes pour la question du lien, peut-être pour la question citoyen et grosses entreprises. Pourquoi pas? Ça, c'est à développer. Voilà, je rends la parole pour pas tout prendre. Merci beaucoup. Alors, je n'ai pas d'autres questions dans l'immédiat dans le chat. Si Didier Michaud du CLCV de Touraine, est-ce qu'on peut envisager des partenariats avec des… Alors, peut-être que Didier Michaud pourrait prendre la parole directement à l'oral parce que la question est un petit peu étroite. Peut-on envisager un partenariat avec des communes ou des métropoles? Je ne sais pas à qui est destinée cette question. Didier Michaud, est-ce que vous voulez… Est-ce que tu m'entends? Parfaitement bien. Oui, Kylian. Je voulais savoir si éventuellement, dans des communes de la métropole telles que Chanceau ou Notre-Dame-d'Ouai, il pouvait envisager un partenariat avec les jardinières comestibles. Oui, non? Est-ce que je prends la parole? Ok. Alors, Oui. il y a un partenariat avec la métropole au niveau des jardinières masquées parce qu'on a des retours constants, constants, on a des liens si réguliers avec la métropole. Donc, je crois que c'est en construction. Maintenant, est-ce que… Je ne sais pas si votre question, c'était sur des partenariats plus précis ou si c'était du… Oui, sur des communes, parce que là, on parle beaucoup de Tours, puisque vous avez parlé de sites sur Tours. Donc, est-ce qu'il pourrait envisager à l'avenir sur des terrains de communes de la métropole, hein, j'entends toujours sur le nord, parce que je suis du nord de la métropole, des expériences comme ça avec des bacs qui pourraient éventuellement servir à des productions pour la cantine, enfin pour la restauration scolaire, etc. Enfin, bon, un peu dans le même principe, parce que je trouve votre idée magnifique et hyper intéressante, et je pense qu'elle peut être pas réservée forcément qu'à Tours, quoi. Voilà, toujours dans le principe de la métropole, pour élargir un petit peu les 22 communes. Il y a 22 communes de la métropole, il n'y a pas que Tours qui doit être mis en avant, même si c'est important, bien sûr. Non, complètement, à bas le chauvinisme. Mais oui, complètement pour développer, en tout cas, des idées similaires sur des communes. Il y a plusieurs villes. Il y a Semblançay aussi, il y a Poitiers, où il y a des jardinières masquées. Moi, ce que je vous propose, c'est que dans le chat, je vais mettre le mail des jardinières masquées. Oui. Et donc, si vous voulez envoyer justement peut-être une question et on pourra échanger plus amplement. Oui. Après, volontiers, je note le mail et comme ça, je pourrai vous répondre. Merci beaucoup. Je vais vous envoyer mon mail
en message privé. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, questions? Alors, vous pouvez aussi témoigner voilà, d'une expérience personnelle ou professionnelle ou réagir sur un des sujets qui a été abordé ou poser une question directement à l'un de nos intervenants. Donc oui, on a a priori une question de Cécile. Peut-être que Cécile pourrait allumer son micro si cela fonctionne pour elle et puis poser directement la question si elle le souhaite. Pour être avec Oui, je veux bien. Bonjour à tous. J'avais une question pour Stéphane Verdier. Après que Éric Créter nous ait parlé de ce qui faisait la gastronomie de façon très intéressante pour moi, pour lui. Je voulais savoir comment chez Lidl on parlait de gastronomie et qu'est-ce qui faisait la gastronomie. Qu'est-ce qui va faire la gastronomie pour nous? Ça va être essentiellement de travailler sur la qualité du produit, parce qu'un produit alimentaire issu de la grande distribution, il y a la filière des produits frais. Donc, j'ai envie de dire là, le problème ne se pose pas trop. C'est souvent les produits, on va dire, fruits et légumes ou de viande. Et après, on va rentrer dans les produits plus travaillés. Et là, d'ailleurs, il n'y a pas de secret pour la gastronomie, ou si tous les termes qui ont été identifiés tout à l'heure et qui étaient très bien expliqués d'ailleurs, puissent s'en rapprocher, il faut travailler sur des filières de qualité. Ça, c'est clair que c'est indispensable. Il y a un mot qui a été employé tout à l'heure qui est exactement pile dans le sujet, c'est sur l'honnêteté. J'ai envie de dire, si on n'est pas honnête sur le produit, le client, il va venir, ça c'est clair. Il va peut-être l'acheter, on peut espérer, mais si il n'est pas satisfait, qu'on l'a trompé, on ne le reverra jamais. Et ça, c'est notre plus grande hantise, de s'être trompé sur la qualité d'un produit, sur ce qu'il pouvait en faire, et du coup, qu'il ne revienne pas. Donc, on travaille énormément on prend le temps d'ailleurs, travailler sur la filière, la qualité, les méthodes industrielles utilisées, lorsqu'il faut en utiliser, et le partenariat aussi pour avoir des filières d'excellence là-dessus. C'est vraiment ce qui fait, je pense, le succès de la grande distribution française et qui a fait le distinguo, parce qu'on n'en a pas trop conscience quand on ne regarde pas trop ce qui est fait à l'étranger, mais c'est qu'on n'est pas très tributaire en France des groupes, enfin on est tributaire sans en mettre, ce serait un bien grand mot, mais des multinationales alimentaires. Elles existent, elles ont leur poids, elles sont prédominantes, mais il existe en France des filières industrielles, des PME, nombre de PME, nombre de filières agricoles qui existent, de coopératives agricoles. Et quand on signe des accords tripartites, c'est à la fois avec souvent des coopératives, des ensembles d'agriculteurs qui se sont réunis pour créer des filières d'excellence. J'ai envie de dire, à partir du moment où un agriculteur ou un industriel il a de la visibilité dans ses volumes, dans son modèle économique, il peut travailler beaucoup plus facilement sur des filières, sur sa filière, sur des investissements lourds, parce que c'est souvent des gros investissements derrière, pour construire des produits de qualité. On est de moins en moins tributaire en France des multinationales, il faut le savoir. C'est qu'on a vraiment des filières de PME qui sont puissantes, qui se construisent bien et qui font qu'aujourd'hui, on n'est pas le fer de lance, le pays fer de lance de Nestlé, de Unilever, Procter & Gamble. Ils ont leur filière d'excellence. Mais à l'étranger, ils sont encore plus puissants qu'ils peuvent l'être en France. En France, on a encore cette particularité-là. C'est même plus une résistance, c'est un modèle qui prend de l'essor. Et aujourd'hui, on le voit tous, hein, peu importe où on est en France, vous allez trouver assez facilement une biscuiterie locale, un producteur local qui, à plus ou moins grande échelle, est capable d'avoir son image sur un marché qui peut être local, voire national, et de faire en tout cas l'existence. Il y a plein de produits qui, comme ça, chacun peut en connaître dans sa proximité géographique. Vraiment, c'est l'honnêteté sur le choix du produit, l'honnêteté sur le choix des méthodes industrielles utilisées, la transparence aussi. Aujourd'hui, ça, c'est une vraie attente de tout le monde. J'ai envie de dire, quand on veut être honnête, on n'a pas honte des ingrédients qui sont mis dedans, on travaille beaucoup dessus. Alors, il y a des lois d'abord qui le définissent, mais il y a aussi aujourd'hui tout ce qui va être Nutri-Score, les applications du style Yuka, qui aujourd'hui rendent le produit de plus en plus transparent. Et j'ai envie de dire, il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, nos clients regardent, comparent, s'instruisent beaucoup à travers ces points de repère. Donc, il faut aujourd'hui travailler encore plus dans cet aspect honnêteté, choix des produits et pas se tromper. Il faut prendre le temps de ne pas se tromper. Voilà, pour essayer de donner un peu de lisibilité sur le côté qualité du produit. On a une question de Madame Perceveau.
si Madame Perceau veut allumer sa caméra, son micro. Oui, bonjour. Merci d'abord de cette table ronde. Moi, je trouve ça passionnant, ce que j'entends depuis le début. Je suis conseillère en formation continue pour le Greta et donc en charge de l'hôtellerie-restauration. J'organise du coup des formations pour des personnes en reconversion au métier de la cuisine au lycée hôtelier à Blois. Et je voulais vous faire part d'un élément. On met en place un partenariat avec les Jardins du Cœur pour la session prochaine de septembre. Et d'amener nos adultes en reconversion à avoir un lien plus proche avec les bénéficiaires des jardins pour s'informer, travailler avec eux sur les produits qui vont pouvoir après travailler ensemble de telle sorte que les usagers des jardins voient ce qui se passe avec leurs produits et en essayant de les travailler aussi bien pour la collectivité que sur un mode plus gastro avec des CAP cuisine, voilà, en formation. Je voulais vous faire part de ça. Et je trouvais que c'était important pour les adultes en reconversion que je vois et qui évoluent au fur et à mesure des années, qui ne viennent pas chercher que de la technique, mais qui viennent chercher plus de sens et qui sont beaucoup plus attachés en fait à une espèce de gros système d'éco-responsabilité sur des projets de reconversion qui deviennent des choix qui sont moins que des choix professionnels, plus des choix éthiques. Voilà. Merci beaucoup pour ce partage. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Je pense que là encore, je vais me permettre, Philomène, de réagir. Là encore, enfin, on parle du vecteur humain. Enfin, je pense que c'est, on en parle beaucoup en ce moment parce que beaucoup de gens sont effectivement confinés. Il y a des côtés de désociabilisation. Moi, j'ai la chance de pouvoir bouger encore par mes missions. C'est une chance. Et ça vaut. Mais là encore, c'est du lien. Et je pense que ce qui est important, tout à l'heure, je parlais entre guillemets du lien social aussi, de la reconnaissance du travail. Ce que je vois beaucoup, ce que je vois sur certains établissements, en usine, il y a beaucoup d'anciens cuisiniers qui sont aujourd'hui opérateurs autour de grosses marmites, autour de grands fours de 25 mètres de long, etc. Ce que parfois les contremaîtres, parce qu'il y en a, on est dans l'univers de la grande chocolaterie, presque le film de la grande chocolaterie, mais et je m'efforce moi à dire, mais dites-le quand ça va bien. Ne dites pas que quand ça ne va pas. Et ça, mais c'est général pour tout, pour l'éducation en général. Est-ce que tu lui as dit que ça allait bien? Ben non. Alors, lui dis pas que ça ne va pas. Enfin, il faut trouver un équilibre. Et ça, c'est pareil. C'est ce lien social, cette reconnaissance sociale du travail. Bien, on peut se tromper, mais il suffit de le dire normalement. Ce qui se fait aujourd'hui en cuisine, ce qui ne se faisait pas trop autrefois. Autrefois, ils ont été quand même pas mal bousculés. Hein. Et heureusement, il y a des chefs qui ont eu cette ouverture d'esprit et puis cette vision, entre guillemets, beaucoup plus humaine, entre guillemets, si vous voulez, de la relation professionnelle. J'ai jamais compris, moi, comment en cuisine on pouvait passer par alors c'est un peu hors sujet, mais comment on pouvait passer par la douleur pour faire plaisir à des convives à table. J'ai jamais compris ça. Et je me suis toujours efforcé chez moi et à transmettre à mes jeunes qui sont passés à la maison cette notion en disant mais les convives sont là pour du plaisir. C'est vrai qu'il y a des coups de feu, mais à un moment donné, il ne faut pas non plus. C'est pareil dans ce que je vois aujourd'hui, la relation sociale. Et si l'opérateur sur ligne, il est heureux de faire ce qu'il fait, son travail est reconnu, forcément qu'il va y mettre beaucoup plus d'application. Et ça se ressentira, enfin, ça va peut-être faire sourire, mais ça se ressentira forcément dans le plat fini. Moi, j'en suis convaincu. Donc voilà. Philomène, si je peux me permettre, moi j'aurais volontiers une question de ma part. Avec plaisir. Destinée suite à ce que vient de dire Éric Réclair, justement. Et Stéphane Verdier évoquait tout à l'heure que le critère qui pouvait donner la dimension gastronomique des produits Lidl, c'est la qualité de la filière. Et j'ai envie de poser la question à Éric Jubot, à Stéphane et à Pauline. Finalement, c'est quoi le critère de qualité pour vous quand vous sélectionnez un produit chez Lidl, quand vous sélectionnez un partenaire pour Éric,
quand vous sélectionnez un type de produit à faire pousser pour Pauline, quel va être le critère qui vous permettra de dire que là, vous avez réussi à faire quelque chose de qualité, que ce soit un produit ou une prestation? Alors, moi, Kylian, je suis un petit peu à la marge dans le débat. Ça va peut-être te paraître bizarre, je me permets de dire dessus parce qu'on se connaît, puis j'aime pas être d'être honnête dans le rapport. En fait, ce que j'ai remarqué, moi, avec les restaurateurs qui venaient au nom du sang, en dehors du produit, c'est une générosité. Enfin, je ne sais pas si c'est lié à la profession, au métier de cuisinier, au rapport, mais enfin, j'ai senti, moi, une vraie générosité. Moi, je ne suis pas une fine bouche, donc pas une culture gastronomique très forte, donc te dire que c'est un produit de référence ou que c'est fait dans les règles de l'art, je suis très honnêtement incapable de dire ça sur un grand spectre de produits. Voilà. Par contre, moi, ce que j'ai remarqué pour ceux qui étaient venus et qui étaient bénévoles, enfin, ça s'est fait vraiment hyper simplement, quoi. Comme si c'était naturel. Enfin, il y a une forme de générosité dans ce qu'ils font quand ça a un peu de sens. Les 7-8 heures qu'ils ont passées en cuisine pour passer les 200 verrines, voilà, très honnêtement, j'étais incapable de chiffrer le coût, mais il y avait des produits assez nobles, donc ça pouvait monter assez vite. Voilà, moi, je ne peux pas te dire sur ce qui fait un bon produit. En tout cas, voilà, c'est ce que j'ai remarqué, moi, voilà, par rapport à ce qu'on a pu mettre en œuvre au niveau de la table ronde et puis le FS. Voilà ce que je voulais citer. Je me permets de rebondir dans ce cas et de creuser un peu plus sillon. Dans ce cas, vous auriez des personnes qui se proposent en tant que partenaires, comme un producteur de kebab d'une place de Tours ou une restauration collective qui vous propose quelque chose, voire une industrie agroalimentaire qui vous propose de la purée mousseline ou toute autre marque commerciale. Tous ces éléments peuvent rentrer dans des verrines, vu que votre axe de critérisation, c'est la notion de verrine. Pour vous, tout reflètera une dimension de don du sang gastronomique si on est dans ce cas? Non, alors l'objectif était, je vous ai dit, quand on parlait de marketing tout à l'heure, c'était vraiment ça. Hein, c'est-à-dire qu'on allait, on sentait que cette tendance à la gastronomie était forte. Il y avait une vraie volonté du public d'aller sur des produits plus travaillés, plus nobles, plus locaux. Donc, en fait, on a essayé de dire, tiens, qu'est-ce que les gens n'ont pas l'habitude d'avoir ou peu l'habitude d'avoir. Donc, effectivement, remettre un produit standard que les personnes pourraient trouver simplement dans leur supermarché, il faut qu'il y ait une nouveauté dans l'action pour attirer. Donc, soit le kebab est un kebab qui est travaillé et quelqu'un vient expliquer que son kebab est fait d'une certaine manière, selon le respect d'une norme, d'une tradition, pourquoi pas, hein, mais il faudrait l'expliquer, donc là, avec plaisir. Mais une purée mousseline, par exemple, j'en verrais pas le sens à la fin. On reviendrait sur le produit standard final de l'EFS donné. Il fallait donner un sens, une histoire. On était là aussi pour raconter une histoire. Hein. On dit voilà, la gastronomie autrement. C'est qu'il y a tout un contexte à raconter. Donc, il faut qu'il y ait quand même quelque chose qui attire. Voilà, qui attire et qui soit le plus proche de ce que les gens mettent derrière le mot gastronomie. Mais le kebab, pourquoi pas? S'il y a une histoire qui va avec et qu'il est fait avec des produits nobles et dans les règles de l'art, moi, j'y vois aucun frein. Hein. La purée mousseline, j'ai du mal à voir l'axe. Mais si vous avez une idée, je suis preneur. Hein. Non, parfait, merci pour ta réponse. Pauline, vous, y a-t-il un critère pour sélectionner les semences, par exemple? Est-ce qu'il y a un critère? Oui, on s'oriente vers des semences naturelles, vers des graines qu'on peut conserver pour pouvoir ensuite les réutiliser ou les donner, les échanger. Là, il y a eu la fête du jardinage le week-end dernier et donc il y a eu un troc graines et c'est vrai quand on peut avoir le plaisir d'échanger des graines en se disant qu'on peut les replanter, que certaines personnes sont très connaisseuses et vont du coup pouvoir parler de la variété qui va pousser suite à cette graine. C'est déjà une réussite en soi, l'événement, parce que du coup, il y a toute la magie de se dire, mais qu'est-ce qui va pousser? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va donner quelque chose? Donc, oui, il y a des critères. Après, je pense que même si quelqu'un amène des graines et qu'elles ne sont pas bio et qu'il veut les planter, mais au contraire, c'est-à-dire que je crois que le critère, c'est l'initiative de planter, de semer, de récolter. Voilà, ça serait l'envie, le désir de faire autrement. Voilà, et au plus naturel possible. On a constitué une charte et dans laquelle on met en avant, bien évidemment, le naturel.
Mais si la personne arrive, encore une fois, elle vient comme elle peut venir et comme elle a envie de venir. Et après, c'est des discussions. Donc, je ne pense pas qu'on ait envie d'être trop sélectif pour l'instant. L'envie, c'est déjà très bien comme sélection. Merci. Et puis Stéphane, comme j'avais proposé, est-ce que vraiment il y a une définition du produit qui reflète une dimension gastronomique chez vous, même si vous avez déjà à moitié répondu à la question qui était posée préalablement à travers cela? Ce qui va être essentiel dans la grande distribution, c'est de construire en fait, ce terme, il peut paraître un peu rude, mais c'est un cahier des charges, en fait. Le cahier des charges, il n'a qu'une vocation, c'est à répondre toujours pareil aux besoins. S'il faut prendre le temps de discuter, de visiter les lieux de production, discuter avec les professionnels, discuter avec les producteurs, les visiter aussi, parce que les fruits et légumes, tous les produits frais, bon nombre de produits ont leur saison et il faut faire avec, parce qu'on ne décide pas de fabriquer des choses comme on le veut n'importe quand. Donc, il faut travailler beaucoup en amont. C'est un gros travail. À notre siège social qui est à Rungis, dans le pôle achat, qui est un pôle assez important dans notre siège social, les acheteurs passent énormément de temps à tester, à construire en fait, des produits. Ils ont des cuisines industrielles, mais plus en mode de pouvoir tester nombre de recettes en même temps, de les comparer. C'est un travail un peu comme un parfumeur va construire un parfum, un distributeur va chercher à construire le produit avec l'industriel celui qui correspondra le mieux à l'attente du client. Donc, il faut déjà bien la comprendre en amont, ça c'est clair, c'est beaucoup d'études, beaucoup de questionnements, beaucoup de testing aussi, de voir qu'est-ce qui se fait sur le marché français. Et puis après, de construire un cahier des charges et puis de trouver des partenaires dans ce cahier des charges et puis de construire des volumes, de définir des volumes aussi parce qu'il faut que tout le monde puisse s'y retrouver. Et puis au bout du compte, on arrive à définir un produit qui peut être bio, pas bio, mais parce qu'on est capable de faire les deux aujourd'hui en France, mais de qualité et de manière structurée et pas à n'importe quel prix parce que le critère de prix, bien évidemment, il a toujours une place centrale dans la grande distribution. C'est ce qui fait souvent un peu la différence entre distributeurs. Merci beaucoup. Je te laisse la main, Philomène. Peut-être que tu as des questions encore, toi, de ton côté. Merci, c'est une question importante. Est-ce qu'il y en a d'autres sur le chat, par exemple, ou est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole ou témoigner, partager? Je ne vois rien. Rien n'arrive. Bon. Alors, est-ce que on parlait de critères de qualité. Alors, c'est la manière dont vous choisissez dans vos actions. Est-ce que si on s'attarde à nouveau sur les consommateurs, est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, il y a, pour le dire simplement, comment on consomme? Quelles sont aujourd'hui les manières de consommer? À quoi ça répond finalement tout ce que vous faites en termes d'action, en termes de sélection de produits, en termes de réflexion même globale? Qu'en pensez-vous? Enfin, je dis aujourd'hui, ça peut être demain aussi, tant qu'à faire. Éric, ça va être clair? Je pense que ce qu'on vient de passer depuis un an et demi révolutionne complètement l'approche, entre guillemets, de l'assiette. Et en tout cas pour le consommateur. Restauration, bien évidemment, parce que ça a bousculé beaucoup de codes. On le voit, aujourd'hui, il y a beaucoup de ventes à emporter, des restaurants doublement, triplement étoilés qui font de la vente à emporter, donc, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Mais pour le consommateur, effectivement, familial, à la maison, on voit aujourd'hui qu'il y a quand même... ça rejoint un peu ce que disait Pauline par rapport au jardin. Moi, je vois, là, je suis à Blois, hein, autour de Blois, il y a quand même beaucoup de maraîchage. Et en fait, ces maraîchers ont vu arriver chez eux des consommateurs qu'ils n'avaient pas auparavant. Et je pense qu'il y a une prise de conscience, entre guillemets, même dans la simplicité, et surtout dans la simplicité, de bien faire les choses. Je pense que ça, c'est... oui, c'est tout ça, les choses changent, ils vont changer encore. Je pense que vraiment, de plus en plus de restaurateurs associent à côté de leur restaurant ou à proximité leur propre maraîchage, travaillent vraiment de plus en plus avec du local, aussi bien la jouant dans les pêches de Loire. Dans les pêches de Loire, il y a des restaurants qui n'ont que du poisson de Loire à leur carte. Donc, on parle du côté RSE, les transports, etc. Ça ne sera pas tout le monde, mais il y a forcément une prise de conscience dans le choix des ingrédients, dans l'anti-gaspi. Là, je pense aussi que c'est très, très, très important.
savez, moi j'ai vu par rapport à l'agroalimentaire, alors il y a aussi des relations avec les Restos du Cœur ou entre guillemets la banque alimentaire, mais il y a aussi des fois des choses qui sont essayées. Autrefois, des essais qui étaient loupés pour une question de texturation de sauce ou de manque d'un ou deux ingrédients. Autrefois, ces plats étaient donnés aux banques alimentaires. C'était uniquement des essais, ce n'était pas commercialisable, c'était des essais. Depuis une quinzaine d'années, tous ces essais sont jetés parce qu'il y a eu des soucis de procès. Donc, si vous voulez, pour moi, il y a un gaspillage. Alors que les entreprises essayent de contenir, mais on n'est jamais à l'abri d'un loupé en faisant des essais. Et moi, ça me révolte quand je vois ce qu'on peut jeter, entre guillemets, alors qu'il y a tellement de gens qui manquent entre guillemets, de quotidien d'un vrai repas, simplement de quelque chose de chaud à manger. Moi, ça me fait bondir. Et ça, je vous avoue sincèrement, alors il y a le vecteur politique, le vecteur juridique qui rentre en ligne de compte. Aujourd'hui, les entreprises ne prennent plus de risques à ce niveau-là, et c'est bien dommage. Parce qu'une sauce qui est un peu déliée, elle peut quand même être bonne, c'est pas grave, et ça peut faire plaisir à quelqu'un. Voilà, ça c'est le vecteur agroalimentaire. Après, dans le quotidien, oui, pour répondre clairement à votre question, demain, ça va changer, j'en suis sûr et certain. Oui, Pauline Jallet, vous voulez réagir? J'avais envie de réagir parce qu'en fait, quand je vous écoute, je me dis que c'est merci pour tous ces apports et avec vos spécificités. Enfin, moi, ça m'apprend plein de trucs, ça ouvre peut-être aussi des réflexions. Et je crois qu'en fait, ce que les jardinières elles défendent et ce qu'on défend au travers des jardinières, du coup, c'est l'idée que c'est pas parce qu'on va faire planter, on va faire pousser en ville. Qu'il n'est pas possible d'aller bien se nourrir chez un restaurateur. On peut bien se nourrir soi-même. Et on peut aussi aller savourer un mets parce que c'est aussi une fête, parce que je crois qu'il y a aussi la notion du lien, et puis de bien manger. On peut aussi faire ses courses dans un supermarché quand on n'a pas le temps ou par choix. Enfin, mais je crois que les deux ne s'opposent pas et que par contre, avoir ce savoir-faire de mettre les mains dans la terre pour faire pousser des légumes, je crois que c'est une connaissance de base. Moi, je ne l'ai pas trop appris à l'école. J'aurais aimé que ça soit peut-être un module dans mes classes, dans mes petites classes ou mes grandes classes, parce qu'au final, c'est un besoin qu'on peut avoir à développer de manière assez rapide dans les décennies à venir, qui est de se nourrir vraiment. Et après, ça n'empêchera pas d'autres manières de faire. Donc, je crois que ça se complète entre l'artisanat, l'art, la nécessité, le savoir-faire. Enfin, voilà, on pourrait débattre de tous ces termes, mais qui se complémentent encore une fois, je crois. Voilà. Et c'est ce que je disais, Pauline, le distinguo entre la gastronomie et puis le quotidien, la bonne cuisine. La gastronomie, vous l'avez dit, c'est quand vous allez arriver au restaurant, on va vous accueillir, vous allez être coucouner, on va prendre soin de vous. C'est ça la gastronomie, c'est prendre soin d'eux aussi pour moi. Et ce n'est pas parce qu'on fait de la bonne cuisine qu'on ne prend pas soin des autres. On le fait différemment. Stéphane Verdier, pour cette question de la consommation, est-ce que vous voyez, vous, des tendances ou des produits qui sont voilà, plus plébiscités que d'autres? Comment vous voyez tout ça des tendances, j'ai envie de dire, ce qui était intéressant, c'est que la tendance, alors intéressant, c'est peut-être pas le terme le plus justifié, mais ce qui s'est passé cette année, on voit les modes de consommation, ils ont été radicalement changés. Alors, ça a été une année un peu particulière, la grande distribution, comme j'ai dit tout à l'heure, mais les premiers phénomènes qui sont passés, c'est qu'on a vu que quand les gens se sont retrouvés enfermés chez eux, parce que c'est ce qui s'est réellement passé, très clairement, un des loisirs, alors, est-ce qu'on est dans le domaine du loisir, de la découverte, du manque de sortie, du manque de pouvoir aller au restaurant? En tout cas, les gens se sont rués sur la pâtisserie, très clairement. Les premières ruptures qu'on a pu avoir, c'était les farines, puis les œufs. Ce n'était pas que les gens se sont jetés sur les omelettes, c'est que la pâtisserie a eu un essor très rapide. Et ça, c'est des choses, on voit qu'il en reste encore. La consommation, c'est un peu régulé depuis, ça a repris un rythme plus normal. Mais quand les gens, entre guillemets, se retrouvent entre eux, se retrouvent dans une vie, on va dire, un peu plus recherche du confort, un cosy, se retrouvent un peu, la première chose vers laquelle on va assez naturellement, ça reste la gastronomie, quoi. Et j'ai envie de dire, qu'on soit expert, amateur ou débutant, ou on cherche le produit, l'outil pour faire mieux. Parce que je pense que si on allait voir aussi, j'ai envie de dire que je pense que les ventes de produits
gravitent autour de la gastronomie ont dû quand même fortement augmenter cette année, dans le sens où non seulement les gens se sont lancés, sont testés, mais aussi ont voulu s'équiper autour de ça. Donc, je pense que le mode de consommation, il en restera forcément quelque chose derrière. Les gens ont repris goût, peut-être pour certains, ont repris du temps, parce que ça prend du temps, la gastronomie. Il faut savoir aussi se l'accorder, ce temps, ou l'avoir dans sa vie quotidienne. Et en tout cas, cette recherche un peu d'authenticité, on voit qu'on a pu se rendre compte que c'était un des premiers vecteurs vers lesquels les clients se sont retournés, j'ai envie de dire, l'année dernière. Et il en reste encore des choses en ce moment, très clairement. Et aussi, bien évidemment, aussi la recherche de proximité. J'ai envie de dire, il y a eu, on le voit, mais ça n'a rien à voir pourtant, mais les fruits et légumes qui restent régionaux, les gens ont été vers leur producteur local, plus dans une région de pommes par ici, mais en tout cas, ont été assez naturellement vers eux. Tous les producteurs locaux en ont bénéficié, et tant mieux pour eux, c'était important. Les gens ont besoin de se retrouver aussi dans des repères autour d'eux, de rechercher peut-être un peu plus d'authenticité et peut-être de retrouver des critères un peu d'origine, quoi. De se rassurer peut-être aussi, je ne sais pas. Il y a sûrement des critères un peu autour de ça. Mais en tout cas, la gastronomie, c'était un vrai objet une vraie science je pense pour tout le monde, du débutant au plus expert, tout le monde y a repris plaisir, en tout cas sur l'année qu'on a pu vivre. C'était un objet sûrement d'évasion un peu intellectuelle. En tout cas, j'ai un peu ce sentiment-là dans ce que j'ai pu découvrir comme mode de consommation, quoi, où il a fallu s'adapter un petit peu à tout ça. Je trouve que c'est une belle conclusion quand on parle d'évasion. Voilà. Est-ce qu'il reste éventuellement une toute dernière question ou une dernière réaction, parce que je vois le temps qui tourne? Non? Est-ce qu'il y a quelque chose encore dans le chat? Il n'y a pas d'autres mains qui se lèvent. Bon, écoutez, on pourrait encore passer un grand moment tous ensemble, mais il faut s'arrêter maintenant. Donc, écoutez, je tiens à vous remercier sincèrement pour tous vos témoignages, votre participation, et puis voilà, que les échanges continuent de toute façon sur ce sujet qui est vaste et qui va continuer à ouvrir le débat. Un grand merci à tous, un grand merci à tous les participants, et puis au plaisir de la prochaine. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir.